Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du 3e, 4e et 5e chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné. Alors, pour bien comprendre ces chapitres, on va passer des 3 étapes. La première, lire le chapitre plus une explication des mots et explication détaillée du chapitre. Et vers la fin, je donnerai un résumé général des chapitres. Et vers la fin de la vidéo, je donnerai une explication en arabe aussi détaillée. Alors, commençons par le chapitre 3. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Les sursis indéfinis sont... D'abord, les sursis sont ta'jil. Indéfini, ça veut dire qu'ils diffèrent d'un homme à autre. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Ici, le narrateur veut dire que les hommes seront tous morts, mais avec des sursis différents et des manières différentes. D'une autre façon, les hommes sont tous des condamnés à mort. Ce qui diffère, c'est la manière et le temps. Cette expression nous laisse comprendre que le narrateur a commencé à accepter sa condamnation à mort. Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien est mort qui s'arrangeait pour une longue vie? Combien m'ont devancé, qui jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore. Dans cette réflexion du narrateur, il pense qu'il y a des gens qui ont assisté à sa sentence et qui attendent le jour de sa condamnation pour y assister. Mais ils peuvent mourir avant lui, donc c'est une question du destin. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot. Le cachot, comme on l'a dit avant, c'est une cellule obscure dans une prison. La portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens. Être rudoyé. Moi qui suis raffiné par l'éducation. Être brutalisé des guichetiers et des gardes chiourmes. Ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende. Sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Le bourreau, c'est celui qui exécute les peines corporelles ordonnées par une cour de justice, spécialement la peine de mort. Ah, n'importe, c'est horrible. Dans ce paragraphe, le narrateur essaie de donner les biens de sa condamnation à mort. Mais vers la fin, il réalise qu'il essaie seulement de fuir la réalité et de faire croire à lui-même que sa condamnation à mort a des biens. C'est pour ceci que la fin de sa réflexion se termine par « Ah n'importe, c'est horrible ». Maintenant, passons au résumé. Le condamné semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis, peu importe ce qui lui arrive. D'une autre façon, le narrateur se livre à une réflexion sur le bien fondé de sa condamnation à mort. Il estime que les humains sont tous des condamnés à mort. Ce qui diffère est la manière et le temps. Maintenant, passons au chapitre 4. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Hideux, ça veut dire horrible. On a déjà expliqué Bicêtre. Bicêtre est un lieu en France qui se situe à environ 6 km de Paris, où Louis XII avait construit un hôpital pour les militaires invalides. Ce dernier avait bâti un établissement sur les ruines d'un château qui était destiné à des officiers blessés. En 1634, un projet de construction avait été mis en place.
En effet, il était prévu transformer l'hôpital en une prison parisienne. Ensuite, en 1656, un édit ordonne l'arrestation de tous les mendiants et vagabonds. Ces derniers ont été enfermés à l'hôpital général Bicêtre, alors divisés en deux grandes sections. D'un côté la prison et de l'autre la partie réservée aux pauvres. De plus, en 1792, près de 200 détenus ont été assassinés. D'ailleurs, parmi eux, des enfants ramassés dans les rues pour de petits vols. Pendant cette année, le premier essai de la guillotine a eu lieu dans la prison sur des moutons vivants, puis sur les cadavres de 3 vagabonds. Bicêtre est devenu un lieu célèbre grâce au roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Dans ce roman, le narrateur explique sa position contre la peine de mort. Il met en évidence des moments de souffrance, de douleur et d'absence qu'il avait subis lors de son emprisonnement à Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Ça veut dire que Bicêtre, de loin, on la voyait comme un château. Il se déroule à l'horizon, au front d'une colline, et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur. La splendeur, ça veut dire la beauté. Un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Ça veut dire que Bicêtre, de loin, on la voyait comme un château de roi. Mais à fur et à mesure qu'on s'approche, on la voit comme une masure. La masure, c'est une petite maison misérable. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'approvis salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre, plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés, auxquels se collent là, ça et là, quelques haves figures d'un galérien. Le galérien, c'est un condamné à galère, ça veut dire ramé, ou d'un fou. C'est la vie vue de près. Ça veut dire que cette description que le narrateur nous a donnée à Bicêtre, c'est sa vie qu'il voit de plus près. D'une autre façon, c'est sa prochaine vie. En attendant son pourvoi en cassation, comme on l'a dit avant, le pourvoi en cassation, ça veut dire istinaf. Le narrateur est conduit à la prison de Bicêtre. De loin, la prison ressemble à un château de roi. Mais de plus près, elle est délabrée. Ça veut dire en ruine, mauvais état. Et vétuste. Ça veut dire qu'elle porte des marques de vieillesse. Dans ce chapitre, le narrateur s'est contenté de décrire brièvement cette hideuse prison. Maintenant, passons au 5e chapitre. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multipliait les précautions. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole des forces. La camisole, c'est un vêtement. Une espèce de sac de toile à voilure emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Répondait, ça veut dire on prenait, comme s'il prenait sa vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse. Onéreuse, ça veut dire qui coûte cher. Et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Maintenant que le narrateur est à Bicêtre, on fait toutes les précautions pour ne point lui donner des objets tranchants comme les couteaux, les fourchettes, pour éviter le suicide. Bicêtre voulait conserver le narrateur sain et sauf jusqu'à le jour de sa peine de mort. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sont l'échafaud. L'échafaud, c'est l'estrade sur laquelle avaient eu lieu les exécutions publiques. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité.
Ils n'eurent plus que des distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison, et surtout quelques mots en latin que j'adressai au concierge, qui ne le comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus, et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Quand le narrateur est venu à Bicêtre, on a commencé à se comporter avec lui avec une sorte de douceur. Mais après, il est confondu avec les autres prisonniers et alors on a commencé à le traiter avec la même brutalité. Tous les dimanches après la messe, on me lâche dans le préau. Le préau, c'est la cour intérieure. À l'heure de la récréation. Là, je cause. Causer, ça veut dire parler. Je cause avec les détenus. Les détenus sont les prisonniers. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens. Les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée dans la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse. Hideuse, ça veut dire mauvaise, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du rasinet sur le trimar, du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a deux noms. La Sorbonne, comme quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tranche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois, l'esprit de vaudeville, un cauchemar d'osier. Une hôte de chiffonnier. La menteuse, la langue. Et puis partout à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, le bourreau. La conne, la mort. La placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls, les geôliers, les guichetiers, les porte-clés ne leur en veulent pas. Causerie et parlent de moi devant moi comme d'une chose. Dans ce paragraphe, le narrateur nous explique comment il a commencé à avoir une relation plus profonde avec les autres prisonniers. Il a même commencé à apprendre à parler argot, qui était pour lui une langue très étrange. Résumé du chapitre. Le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. Il nous parle ensuite de l'argot pratiqué en prison. Un autre résumé. Lorsque le narrateur est arrivé à Bicêtre, les gardes lui ont défendu tout objet tranchant qui pourrait servir à un suicide. Puis ils lui ont remis une camisole. Durant les premiers jours de ses séjours à Bicêtre, le narrateur a été bien traité, mais battu par la suite comme n'importe quel prisonnier. Cependant, certaines faveurs lui ont été acceptées, comme le papier, l'encre, les plumes et une lampe. De même, il pouvait sortir dans la cour chaque dimanche. Ainsi, il a côtoyé les autres prisonniers et a appris leur argot. الآن نمر إلى الشرح بالعربية. نبدأ بالجزء الثالث. يقول الحاكي بأن كل الناس محكوم عليهم بالموت، فقط هناك اختلاف على مستوى الكيفية والوقت. كيف ومتى؟ فالناس محكوم عليهم بالموت دون تحديد الوقت والكيفية، يعني أن القدر هو الذي يحدد ذلك. أما هو فمصيره يوجد بين أيادي بشر مثله، فالمجتمع هو الذي حدد كيفية ووقت موته.
ما يزيد من غيظ الحاكي والطريقة التي يعامل بها من طرف الحراس، بالرغم من أنه مثقف وينتمي على ما يبدو إلى طبقة البرجوازيين والنبلاء، لأنه يتكلم اللاتينية، فهي لغة كانت في ذلك العهد لا تستعمل إلا من طرف هذه الشريحة من المجتمع. الآن نمر إلى الجزء الرابع. لقد تم نقل الحاكي إلى سجن بيساتر في انتظار الحكم الثاني في محكمة النقد أو الاستئناف. من البعيد يبدو السجن وكأنه قصر ملكي، لكن عندما تقترب منه يتضح أنه منزل بائس. هنا كلمتي البعد والقرب لا يقصد بها الحاكي المسافة، وإنما الزاوية التي ننظر منها. فالذي لم يعش في بيساتر ويذوق مرارة القيد يظن أنه فقط مكان متعة وراحة، لكن من عاش في ذلك المكان يعرف جيدا لونه وشكله. الآن نمر إلى الجزء الخامس. عندما وصل الحاكي إلى سجن بيساتر فتشوه الحراس وجردوه من كل الأدوات الحادة، وذلك لتفادي أي محاولة للانتحار، فمن الضروري الحفاظ على سلامة الحاكي حتى يكون يوم تطبيق الإعدام يوم احتفال مميز. فحياته لم تعد في ملكه، لكنها أصبحت بين أيادي الآخرين. ألبسوه قميص الكاميزول، قميص المجانين، وهو قميص يقيد الأيادي ويمنعها من الحركة. في أيامه الأولى من إقامته في السجن كان الحراس يعاملونه بأدب واحترام. هذا الاحترام لم يكن يعجب الحاكي لأنه فيه رائحة المقلصة، لكن بعد ذلك لحسن الحظ كما قال بدأوا يعاملونه مثل باقي السجناء، بالرغم من بعض الامتيازات. مثلا أعطوه أوراق مداد، ريشة الكتابة وقنديل، وكذلك يمكنه الخروج إلى ساحة السجن كل يوم أحد، ويكون ذلك فرصة له للالتقاء بباقي السجناء وتعلم لغتهم الخاصة والموحدة، اللغة التي يتكلم بها السجناء حتى لا يفهمهم الحراس، وهي l'argot. J'espère que mon explication vous a été utile. N'oubliez pas d'attendre l'explication des autres chapitres très bientôt. Au revoir.